Donc, bonsoir à toutes et à tous, marhaba bikoum, en direct de la capitale. Nous sommes le vendredi 18 septembre 2020, il est 20 heures. Bienvenue alors dans votre web émission, une minute à faire, une minute pour faire la bonne affaire. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je me présente, Mehdi Blamine, directeur de la capitale, Business Centers and Coworking Place. Je suis également fondateur du programme Coaching Embauche 2020, sponsorisé par la capitale et le cabinet Workwood. Ce soir, on a un programme qui est très riche, car nous allons parler de l'orientation professionnelle avec les métiers de l'informatique et le nomadisme, avec c'est Faisal Blamine. Bonsoir, Faisal. Bonsoir. Ensuite, nous allons parler de la gestion de stress avec c'est Rachid. Bonsoir, c'est Rachid. Bonsoir, je suis très ravi d'être parmi vous et c'est toujours un bonheur. Nous aussi. Ensuite, nous allons parler du leadership avec Awatev. Bonsoir, Awatev. Bonsoir. Et enfin, nous allons parler de la motivation avec Youssef Sultana. Inch'Allah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Youssef. Donc, sans plus attendre, nous avons l'honneur d'accueillir l'invité M. Faisal Blamine, cofondateur de la société B3G, qui va nous parler des métiers de l'informatique et du nomadisme. Faisal? Ok, donc je prends la parole. Oui, oui. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier aussi de ma part de cette invitation. Je suis honoré d'être parmi vous, parmi ce groupe d'experts, notamment aussi Rachid que je connais et pour qui j'ai une très profonde admiration. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle, je vais refaire ma présentation. Je m'appelle Faisal Blamine, je suis cofondateur de B3G et je vais vous parler aujourd'hui de quelques métiers de l'informatique demandés par des structures telles que B3G. Aussi, je vais introduire un sujet d'actualité, à savoir le nomadisme, mais c'est plus en relation avec ce qu'on est obligé de vivre, ce que nous fait vivre le Covid et ses impacts sur notre activité. Je vais faire une brève présentation de B3G, donc juste pour positionner tout le monde sur ce qu'on fait. Donc B3G est une société marocaine basée à Rabat. Nous opérons principalement avec les banques et les établissements de paiement, qui sont des nouvelles structures dédiées aux services relatifs au portefeuille électronique. Nos solutions permettent à nos partenaires clients d'offrir des services de gestion de compte, de transfert d'argent et de paiement électronique, tels que le paiement de factures et le paiement e-commerce à leurs clients, donc les banques et les institutions financières. Dans son développement, B3G a recours à différents types de compétences, des compétences techniques, des compétences fonctionnelles, des compétences de gestion de projet, de design, marketing et autres. Et du moment que nous sommes dans une période, de recrutement des fraîchement diplômés, j'ai choisi de parler de deux métiers dont nous avons besoin et nous sommes à la recherche de ce type de métier qui puissent parler directement aux fraîchement diplômés sortis d'école. Ces deux types de métiers, donc j'ai choisi le business analyst qui est un profil, je dirais, métier. Même si on est dans la technique, on est dans la technologie, il y a des parcours fonctionnels qui sont très très importants et qui s'avèrent très, je dirais, très excitants et très riches en termes de parcours, à savoir le business analyst et notre métier de base, notre fonction de base, le développeur informatique. Alors le business analyst, c'est l'interface du département métier ou du service qui va émettre un besoin. Okay? Donc, dans notre cas, c'est généralement nos clients qui ont un besoin bien précis. Donc, il est là pour les écouter, pour les assister, pour comprendre leurs besoins métiers et reformuler ce besoin et le suivre aux équipes
techniques informatiques qui sont plus dans la production. Okay. Donc, il a un rôle très important de vulgariser le besoin et de s'assurer que ce que les équipes techniques vont produire répond exactement aux besoins du client ou aux besoins des personnes métiers. Donc, il a besoin de grandes capacités d'écoute, de grandes capacités d'analyse et de grandes compétences de communication. Parce qu'il va essayer de comprendre, analyser, reformuler et expliquer. Et finalement suivre le Donc, ce genre de métier est très important. Et après, c'est des grands raccourcis vers des métiers comme la gestion de projet et autres. Donc, ce sont principalement Pardon? des profils pour ingénieurs, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, et pour ça, pourquoi j'en parle? Parce que des fois, un ingénieur, il va se dire « Non, moi, je suis obligé de faire du développement informatique, écrire du code. » Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement juste ce parcours ou cette porte d'entrée dans les métiers de l'informatique. Donc, le deuxième profil, ce qui est le profil, je dirais, de base, ou le métier de base, c'est le développeur informatique. Le développeur informatique, il a la responsabilité d'écrire le code. Ce code avec lequel on va construire l'application qui va répondre à un besoin. Okay. Et il a aussi besoin, il fait aussi de l'analyse parce que quelque part, il va bien sûr essayer de comprendre le besoin et de faire de l'analyse et faire du code qui répond à ce besoin. Et aussi, il va faire un suivi de livraison. Après avoir finalisé, il doit suivre toute la phase de test ou des essais pour s'assurer que ce qu'il a livré répond exactement aux besoins. Donc, mais on distingue deux types. Alors, dans nos applications, on est maintenant dans le digital. Il y a ce qu'on appelle, là j'en profite pour faire quelques définitions, le côté front-end, donc qui est les applications utilisées par le client final. Par exemple, ton application mobile, le site web que tu utilises, c'est le front-end. Le front, ça veut dire la façade. Okay. Et tu as les applications back-end. Donc, ce sont les applications qui sont du côté serveur, du côté caché du système. Et là, on distingue deux parcours. Quand on commence à travailler, on a des affinités. Ou bien on a des affinités vers le front-end qui requiert aussi des besoins en design, des besoins en expérience utilisateur. Et là, les fraîchement diplômés peuvent choisir leur parcours. Ou le côté back-end qui est plus de la production informatique pure et dure. Donc, j'ai choisi ces deux métiers. Peut-être que plus tard, sur d'autres séances, on va discuter d'autres métiers. Mais là, on est dans la recherche de recrutement et il y a beaucoup de profils, je dirais, qui viennent d'avoir leur diplôme. Ils sont ouverts à la recherche de leur premier travail. Je voudrais basculer sur un autre sujet maintenant. Donc, c'est un sujet qu'on parlait avant de nomadisme, maintenant c'est du télétravail, ou en plus large du nomadisme parce qu'on peut maintenant travailler à la maison, travailler au bureau, travailler dans un café, travailler dans l'autoroute. Exactement. Donc on est devenu de plus en plus nomade. Mais j'ai choisi un peu le contexte Covid parce que c'est une actualité qui a imposé un changement de vision, un changement de comportement. Donc, et le Covid, au fait, autant il représente pour plusieurs secteurs d'activité malheureusement des crises, mais il peut représenter des opportunités et de grandes opportunités. Il y a pour des activités comme la nôtre qui sont complètement digitalisées,
qui sont complètement digitalisés, il y a une prise, et pas seulement en fait, parce que la tendance maintenant est dans le digital et le Covid nous impose à faire tout à distance. Donc, premièrement, il y a une prise de conscience généralisée de la nécessité de la digitalisation des entreprises et toutes les activités. Et c'est le cas, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour nous, parce qu'on est dans la digitalisation. Donc, nos clients sont plus demandeurs de ce genre d'activité. Il y a aussi une prise de conscience généralisée de la nécessité de tester et d'essayer de nouvelles manières de travailler. C'est-à-dire maintenant, le télétravail versus le présentiel. Et pour nous, en tant qu'entreprise, le Covid, quelque part, nous a obligés à nous adapter et on a découvert qu'on pouvait travailler à distance, qu'on pouvait très bien travailler à distance, qu'on pouvait être hybride et qu'on n'était pas obligé de se déplacer au bureau et qu'il y avait plusieurs manières de travailler entre équipes. Exactement. Je pense que le Covid a vraiment permis il a forcé un peu ce télétravail. Nous, on a été agréablement surpris Ouais. parce qu'on pouvait faire. Et finalement, on parlait éventuellement pour laisser la parole aux autres participants. J'ai poussé un tout petit point. On peut renvoyer le dernier point. Donc, le troisième point, c'est la nécessité d'innover et d'imaginer de nouvelles sources de revenus, de nouvelles manières de travailler, de nouveaux produits. Donc, et tout le monde, ceux qui osent de nouvelles choses, je crois que ça ne peut être que bénéfique. Donc, on va en discuter peut-être plus tard. Mais bon, je laisse la parole. Je suis désolé si j'ai pris plus de temps. Merci beaucoup, Faisal, pour votre intervention. Donc, je passe la parole à Rachid Chahid qui va nous parler de gestion de stress. Gestion de stress, c'est un thème qu'on retrouve dans les soft skills et qui est toujours d'actualité. Donc, je passe la parole à M. Rachid, qui est coach consultant formateur en développement personnel au cabinet Lincoln & Newman Associates. C'est Rachid, vous pouvez nous parler de la gestion de stress. Merci beaucoup. Alors, le stress, tout le monde va goûter à ça, sauf qu'il y a certaines personnes, et d'une façon générale, je pourrais même dire d'une façon générale, la majorité des gens définissent le stress comme si vous voulez une pression du temps, d'accord? Et après, on peut même dire que le stress, c'est une surcharge de travail. Donc, dès qu'il y a une pression du temps ou une surcharge de travail, eh bien, nous, on se met, c'est un état dans lequel le corps se met dès qu'il y a, si vous voulez, un changement, d'accord, significatif, parce que l'être humain il cherche une stabilité. Dès qu'il y a un changement significatif, le corps commence un peu à stresser. Donc, quand je dis le corps commence à stresser, c'est parce qu'on est confronté à des exigences, à une pression professionnelle d'un côté, et de l'autre côté, on n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir confronter cette exigence. Donc, c'est un équilibre, en fait, qui a été cassé. Si vous avez plus d'exigences et moins de ressources, ben la balance, voilà, elle va pencher d'un côté et le corps, il va essayer un peu de ramener cet équilibre, malgré que notre perception est pour quelque chose. Comment je me vois, comment je vois la situation, est-ce que je dramatise ou pas, nous permet justement de dire comment je peux. Vous savez, mettez les mêmes personnes dans la même situation stressante, ils n'auront pas la même réaction. Et le stress, il y a deux sortes de stress. Il y a le stress aigu, donc c'est quelque chose que nous vivons tous les jours, on stresse, on déstresse et ça continue. Et ça, on le vit, tout le monde le vit. Ce qui n'est pas bien, c'est le stress chronique. Et donc, le stress chronique, c'est vraiment l'exposition au stress, mais d'une manière, je dirais, continue, répétée et pendant une longue durée. Et alors là, c'est les maladies, toutes les mauvaises choses. Donc, on pourrait aussi dire que le stress, quand ça continue, c'est comme si vous voulez, je tiens cette bouteille et tenir cette bouteille pendant 5 minutes, ça fait pas mal. Mais si je continue à la tenir pendant 1 heure ou 2, eh bien, ça va faire très mal. Justement, le stress, quand ça dure dans le temps, ça peut passer d'un stress aigu à un stress chronique.
Et notre corps, il va essayer de répondre à ça, soit par le combat, donc on va un peu affronter la situation, soit par la fuite, où là on reste un peu tétanisé. Donc le corps, il y a une sécrétion des hormones, notamment l'adrénaline et le cortisone, comme vous le savez, c'est les hormones qui nous permettent un peu de dépasser la situation. D'une façon générale, on peut dire que le stress, c'est une réaction du corps pour s'adapter aux menaces de notre environnement, bien sûr, extérieur. Et ça passe par trois phases, si vous voulez. Une phase d'alarme, c'est là où l'organisme commence à préparer la fuite ou le combat. Après, vous avez une phase d'adaptation, on s'adapte à la situation. Et parfois, quand ça dure dans le temps, c'est une phase d'épuisement, on est crevé et on ne peut plus. Alors ça, sur notre corps, on a des réactions physiques, des maux de ventre, mal de dos, de la fatigue, des problèmes de sommeil. Il y a aussi des effets qui vont agir sur la peur, sur une certaine irritabilité, sur l'anxiété ou carrément au niveau du comportement de la personne. Et alors là, parler trop vite, parler trop fort, être indécis, parfois c'est l'absentéisme et c'est l'entreprise qui souffre. Donc on peut même rappeler quelques sources du stress. Ça peut être une situation sur laquelle vous n'arrivez pas à contrôler. Ça peut être quand vous vous sentez en termes de compétences un peu, je dirais, victime de quelque chose, quand quelque chose d'imprévisible survient, d'accord? Ou parfois quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vécu. Alors maintenant, il y a un point qui est important, très important, parce que c'est l'estime de soi, comment je me vois, comment je me perçois et comment je m'adapte à la situation. Plus vous développez votre estime de vous-même et votre confiance, plus l'impact et l'effet du stress, il est moindre. Et c'est pour cela, rapidement, il y a des petites stratégies d'adaptation, genre un peu souffler un peu, marcher, monter l'escalier, et certaines choses. Donc, première chose que vous pouvez faire, c'est déjà accepter que la situation vous stresse. Première chose. Deuxième chose, choisissez le meilleur comportement. Et là, si vous faites une petite recherche, vous pouvez aller vers les choses plus importantes et décider le comportement approprié que vous allez mettre en place pour pouvoir travailler sur ça. Donc, c'est un travail de tous les jours. Il faut aussi mieux se connaître, savoir quelles sont les situations qui nous impactent, qui nous stressent, pourquoi ça nous stresse, qu'est-ce qui se passe dans notre tête en termes de réflexion, mais plus souvent en termes de pensée négative. Et aujourd'hui, j'invite les gens à voir le stress comme une réaction tout à fait normale du corps et se poser les bonnes questions. Dans telle situation, quel est le meilleur comportement que je dois adapter ou adopter par rapport à ça et trouver le chemin. Voilà mon intervention très courte au sujet du stress et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, c'est Rachid. Merci comme à l'habitude, très succinct, très bref et très pertinent surtout. Je passe la parole à Awatef Mittal. Awatef qui est consultante et directrice du cabinet Mittal, qui va nous parler aujourd'hui du leadership. Awatef, qu'est-ce que le leadership? Bonsoir, je suis très heureuse de vous voir encore une fois. Je vous félicite d'abord pour vos progrès, votre engagement et votre encouragement et votre aussi implication totale. Alors, le sujet, c'est le leadership. Donc, on a dans la dernière fois une petite définition très rapide, c'est que donc on utilise d'abord ce terme lorsqu'on parle d'encadrer ou bien de manager une équipe. Alors, c'est tout simplement la posture et les outils. La posture, c'est quand je suis centrée sur moi, j'ai de l'impact. Et quand je suis décentrée, je n'ai pas de l'impact. Les outils, c'est bien sûr les outils de communication, les relations interpersonnelles. D'un côté, je parle de ce que je veux, de mes désirs, et d'un autre côté, j'entends les autres pour que tout le monde, en essayant bien sûr de chercher une solution gagnante-gagnante. Gagnante pour moi autant que leader et gagnante aussi pour mes collaborateurs et mon équipe. Alors, le leadership, c'est tout simplement, c'est qu'un chef sait influencer l'équipe. C'est juste Allô? dans toute cette attitude. Alors, on va juste réactiver le micro. On vous entend plus, Awatef. Oui. Donc, à faire en sorte que les individus réalisent des actions qui n'auraient pas fait ça sans son intervention. Et les actions ne peuvent pas être réalisées. Et aussi, elle permettra aussi que les décisions prises soient acceptées et respectées par l'équipe. Donc, c'est ça l'importance de leadership, c'est le management.
il donne un sens au travail, savoir pourquoi on réalise ce travail. Et par exemple, la société, s'il veut exercer une forme de pouvoir, elle a l'équipe, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va désigner une personne, soit fait partie de l'équipe, ou là, il vient de l'extérieur, il va donner le statut celui de chef, le statut légitime. Voilà, donc, et chacun sa philosophie de voir les choses, chacun sa vision, chacun son style de leadership. Alors, si je vous pose la question, Simedi, de vous dire, voilà, est-ce que pour réussir, par exemple, un projet, est-ce qu'il faut se focaliser sur les résultats ou sur les personnes? Est-ce qu'on peut se préoccuper des résultats ou sur les personnes? À chaud comme ça, les deux. Je pense les deux. Oui, voilà, ça, c'est une philosophie. Alors, il y a des organisations, effectivement, ils ont travaillé sur les styles de leadership. Et à travers ces deux axes-là, axe accordé aux personnes et axe accordé aux résultats, ils ont déduit 5 styles de leadership. D'accord? Commençons par le premier style. Donc, le style, ici, le manager, il se préoccupe des personnes. Il donne beaucoup d'intérêt aux collaborateurs et moins d'intérêt à la production. C'est ce qu'on appelle le style country club, c'est social. Donc, ici, le manager, il ne va même pas hésiter d'accomplir le travail des autres. Donc, pour lui, il ne va pas exercer une pression de telle en faveur de la production qui risquerait d'entraîner des réactions négatives de la part du personnel. D'accord? Donc, il cherche l'autonomie, donc c'est un esprit motivant pour lui. D'accord? Ça, c'est un style. À l'opposé, il y a le style autoritaire, c'est le style, le manager ici, il se préoccupe, il donne beaucoup d'intérêt aux résultats, il donne beaucoup d'intérêt à la production, mais au détriment des personnes. Donc, qui réalise les actions, c'est les personnes. Donc, il donne beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce qu'il fait? Le manager, il impose le travail, il prend toutes les décisions, il commande. Pour lui, normalement, l'homme en général, il n'aime pas faire son travail. Donc, à mon niveau, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les craindre, contrôler son activité. Ou quand le pouvoir, le pouvoir coercif. Donc, en cas de refus, dis-moi la sanction. Dis-moi les sanctions, dis-moi les avertissements. Donc, si je veux que la personne soit plus productive, donc, ça, c'est un style. Il y a aussi un style qui a à éviter, bien sûr, c'est les deux axes tend vers zéro. L'axe de la production ou les personnes tend vers zéro. Et c'est le style laisser faire. Là, le manager, il travaille sur le strict nécessaire, il fait le moins risque. Donc, il agit comme un transmetteur de messages. Mais il ne du pas vers le haut. Il ne les collaborateurs, la direction, l'inverse. Donc, il agit comme un transmetteur de messages. Il ne cherche même pas d'avoir de bonnes relations avec l'équipe. J'évite les conflits. Il s'appuie sur les routines qui vous voilà. Donc, faites comme d'habitude. Il est comme d'habitude. On sait très bien, c'est vrai que le plus gros souci des managers, c'est le reporting. D'accord? Donc, l'équipe, il essaye de faire le reporting. La direction, les tableaux de bord, et puis c'est tout. D'accord? Il ne va jamais sentir responsable des erreurs qu'ils peuvent commettre. Bien sûr, ça c'est à éviter. Ni les actions quotidiennes, ni la réalisation d'un projet, mais un leader un projet pour le mettre en place. Il y a le style compromis. Il essaie d'arbitrer les deux, entre les résultats et les personnes. Bien sûr, on peut s'appuyer à l'aide le style, le quotidien. Donc, le manager, c'est un vrai institutionnel. C'est un vrai organisateur. Donc, il planifie, il dirige, il contrôle, mais avec moins de souplesse. Ou toujours les ordres, toujours ils sont accompagnés des explications. Les ordres. Et le style wow, c'est le cinquième et le dernier style, c'est le style catalyseur. Des exigences élevées pour l'atteinte des objectifs ou les résultats, il s'assure que tout le monde réalise, travaille avec respect mutuel, avec confiance. Bien sûr, donc un style, non, ça dépend des circonstances. Même si le style autoritaire peut être adapté, par exemple, il a une équipe débutante, les cas d'urgence, vraiment voilà, je vous remercie. Merci, je voulais vous demander, est-ce que vous savez quel est l'équivalent ou l'opposé, on va dire, du leader? Autodidacte? Le dictateur. D'accord. Le contraire d'un leader, c'est le dictateur. Et en fait, on ne peut pas être les deux. C'est-à-dire, on peut être
soit leader, soit dictateur. On ne peut jamais être les deux. Bon, peut-être Ouais. que le leader autoritaire se rapproche un peu du dictateur, mais il vaut mieux être un leader. Du leadership, ça s'apprend. À travers vous, à travers ses connaissances, il y a des séances de coaching, j'imagine, autour du leadership. Donc, c'est Juste un petit point, Simedi, c'est que pour être un bon leader ou un leader transformationnel, il faut avoir surtout 4 composantes essentielles. Il y a ce qu'on appelle le charisme, il faut avoir de charisme. D'accord? C'est de créer le comportement d'identification. Aussi, il y a la motivation inspirante. Il faut toujours démontrer l'optimisme, la confiance à l'équipe d'Yali. La troisième composante, c'est la stimulation intellectuelle, sortir un petit peu du cadre purement professionnel, donc un challenge ou un défi. Et la dernière composante, c'est la communication bidirectionnelle. Dire des réunions one-to-one, que ce soit à travers des réunions formelles ou informelles. Formelles, parce que la personne, lorsqu'elle se retrouve wahda, qu'elle est libre pour s'exprimer, pour parler de ses attentes, ses besoins. Et aussi, il faut donc donner beaucoup d'intérêt individuel de la personne. Voilà. bien. Merci Pour beaucoup. au-delà de nos espérances. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Youssef. Youssef Soutana, qui est coach en développement personnel et holistique et fondateur du cabinet Workwood. Il est également responsable du PC. Bonsoir Youssef. Bonsoir Mehdi. On va courir un petit peu, on manque de temps, Oui. mais c'est pas grave. Je dirais, pour commencer, on pourrait me qualifier de partial, puisque j'ai la chance de parler dans cette émission, une minute à faire, de sujets très différents à chaque fois. Mais comme vous, je prends du plaisir à dévorer avec gourmandise des articles qui nous éclairent sur les bonnes pratiques et les dernières tendances en matière de management. Et j'essaie d'y piocher des idées pour améliorer la qualité du mien, sans pour autant me forcer à être quelqu'un d'autre. J'ai donc appris que manager n'est pas une science exacte. Il faut savoir écouter et entendre ce qu'on a à nous dire, de façon à pouvoir résoudre les problématiques qu'on a en face. De cette façon, bien sûr, les sociétés, il y a des sociétés qui réussissent, d'autres qui échouent. Et bien souvent, les responsables ou chefs d'entreprise ont toujours tendance à attribuer leur réussite ou leur échec en se focalisant surtout sur les facteurs financiers et administratifs. Et comme mes collègues l'ont dit, bien sûr, tout de suite, il y a le leadership, il y a la gestion de stress, la gestion de temps et beaucoup d'autres facteurs humains qui entrent dans cette partie. Pour ce faire, une entreprise doit avoir comme seule conviction de partager avec ses collaborateurs la même vision ainsi que la même envie d'avancer et de se dépasser. Tandis que le premier commandement d'un manager devrait être, quelle que soit la taille de l'entreprise bien évidemment, l'écoute des besoins, des attentes et des motivations, car c'est généralement ce que veut un employé ou ce que, bien sûr, vos employés ont à vous dire en tant que chef d'entreprise. Et à mon avis, le chef d'entreprise en lui-même devrait pousser leur directeur de ressources humaines à introduire quelques notions qui donneront sens aux yeux de cet employé, comme par exemple éclaircir le but du travail qui serait effectué par cet employé, comprendre quel est l'intérêt, à part le salaire, bien évidemment, parce qu'il y a certainement la motivation des salaires, mais comprendre aussi quel est l'intérêt ou la motivation qui pousse ce salarié à venir ou cette personne à demander cet emploi. Voir si l'employé a les mêmes valeurs que la société qui va l'embaucher, que s'il y a une différence concernant les valeurs, certainement il ne va pas bien s'adapter. Et surtout démontrer que la société respecte à grande échelle le principe d'équité entre ses employés. Personnellement, mon expérience professionnelle et celle de mon entourage, il y a toujours cette problématique d'équité. Malheureusement, bien sûr, dans nos établissements, mais j'espère qu'on pourra bien sûr la dépasser très rapidement. Pour les prochains, alors j'ai essayé de faire très court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, pour les prochains épisodes, je serai plus spécifique pour ce qui est de la motivation des collaborateurs cette fois-ci. Comment retrouver l'envie de vous lever chaque matin pour aller bosser. Pour ces sujets, je vais consacrer ma partie pour développer en détail autour du terme japonais Ikigai, qui signifie le chemin de la plénitude, et c'est une méthode efficace pour retrouver votre équilibre. Car en fin de compte, que vous soyez chef d'entreprise, auto-entrepreneur ou salarié,
la motivation a le même impact sur vous, car c'est elle qui vous mène au bout de votre parcours pour atteindre vos objectifs, aussi différents qu'ils soient. Si la motivation est faible, l'enthousiasme, l'assiduité et la productivité seront faibles. Et c'est tout à fait le titre, bien sûr, de cette partie, c'est la motivation, facteur de performance dans l'entreprise. Voilà. Merci Youssef pour ton intervention concernant la motivation. Merci à tous les intervenants, à Watef, Faisal, Rachid, Youssef. Merci. Merci. Nous invitons les recruteurs à se rejoindre à nous lors des prochaines émissions pour présenter à notre audience vos offres d'emploi de la semaine. Merci aux auditeurs d'avoir répondu présent à notre invitation. À vendredi prochain pour une nouvelle émission de 1 minute à faire, 1 minute pour faire la bonne affaire. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Et au revoir et très bon week-end. Merci. Merci également, c'est Rachid. Merci Faisal. Oui, je parlais à moi-même. Merci à vous. Très bon week-end à vous aussi. Merci.